Les chefs des diplomaties américaines et russes brisent la glace et envisagent une future coopération. Pour Marco Rubio, la paix en Ukraine nécessite des concessions des deux parties. Volodymyr Zelensky a annoncé reporter son voyage en Arabie Saoudite prévu mercredi. Il appelle à des pourparlers équitables, incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Près de 4000 personnes ont assisté aux funérailles de l'adolescent de 14 ans tué lors d'une attaque au couteau samedi dans la ville autrichienne de Villars. Sergueï Lavrov et Marco Rubio ont brisé la glace et se sont entretenus à Riyad. Selon le département d'État américain, la rencontre entre les envoyés de Trump et Poutine est la première pierre d'une future coopération entre les deux pays. Pour Washington, des intérêts et des opportunités économiques historiques émergeront d'une issue réussie du conflit en Ukraine. À l'issue des pourparlers, Marco Rubio précise qu'à ses yeux, la fin de la guerre en Ukraine nécessite des concessions des deux parties. Les diplomates américains et russes s'engagent à former des délégations spécifiques de négociateurs et de mettre en œuvre un mécanisme de consultation pour régler les contentieux. La réunion s'est tenue en l'absence de représentants ukrainiens. Volodymyr Zelensky précise qu'aucun accord ne serait accepté si l'Ukraine n'était pas incluse dans les discussions. Nothing can happen without our consent. So rest assured, and I think this is the position that has been reaffirmed by the United States directly, that Ukraine will be party of these negotiations. Les pourparlers de Riyad font suite à la conversation téléphonique de mercredi dernier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Selon le porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine est aujourd'hui prêt, si nécessaire et sous certaines conditions, à négocier avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il allait reporter son voyage en Arabie Saoudite prévu ce mercredi, après avoir dénoncé des pourparlers russo-américains qui venaient d'avoir lieu à Riyad. Cette réunion, la première entre Moscou et Washington depuis le 24 février 2022, était axée sur la fin de l'invasion russe en Ukraine, mais sans la présence de Kiev et de l'Europe. Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А в Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Lors de la conférence de presse commune, Volodymyr Zelensky a déclaré que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine ne devraient pas avoir lieu dans le dos des parties impliquées. Le président Erdogan a quant à lui déclaré que l'approche des États-Unis s'alignait sur la politique turque. Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. Recep Tayyip Erdogan a également suggéré que la Turquie serait un hôte idéal pour les prochains pourparlers de paix entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, en raison des efforts déployés par son pays pour servir de médiateur entre les belligérants dans le passé. À Kiev, les habitants expriment scepticisme et inquiétude suite aux discussions entre diplomates américains et russes en Arabie Saoudite. Ces négociations, qui visent à trouver une issue à la guerre en Ukraine, se sont tenues en l'absence de représentants ukrainiens, un point qui suscite de vives critiques. Прийнятно, да, це неприйнятно для України. Я згодна з нашим президентом, підтримую його наполегливість в тому і напор в тому, щоб, звичайно, Україна була присутня, не те, що присутня, а диктувала свої умови, тому що країна-агресор не може прийти і диктувати свої умови, і тим паче посередники, À Moscou, en revanche, certains citoyens estiment que la Russie ne doit pas céder sur ses positions. Мы слишком много потеряли, чтобы эти уступки совершать. Поэтому, конечно, хочется мира, но при этом нужно идти до конца. Для своих, то есть отстаивать все-таки свои интересы в первую очередь. И я надеюсь, что наш президент в этой ситуации поступит правильно. Dans le reste de l'Europe, les discussions entre Washington et Moscou suscitent des préoccupations.
En Pologne, pays membre de l'OTAN, voisin de l'Ukraine, des voix s'élèvent contre un éventuel accord conclu sans consultation des alliés européens, redoutant des conséquences sur la sécurité et la démocratie en Europe et au-delà. Le Hamas annonce que 6 otages supplémentaires seront libérés samedi, ainsi que les corps de 4 captifs. En échange, Israël s'engage à libérer des centaines de prisonniers palestiniens. La semaine dernière, le Hamas a menacé de reporter le retour des otages, accusant Israël d'entraver l'aide humanitaire à Gaza. Le 6e échange a finalement eu lieu comme prévu samedi dernier. La deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu doit entrer en vigueur au mois de mars, mais les négociations directes n'ont pas encore commencé. Cette phase prévoit la libération de tous les otages restants en échange d'une trêve durable à Gaza. Des milliers de personnes se sont jointes mardi soir au cortège funèbre en l'honneur de l'adolescent de 14 ans, victime d'une attaque au couteau samedi dans la ville autrichienne de Villach. La marche a été suivie d'un service religieux auquel ont assisté de hauts responsables politiques, dont le chancelier fédéral Alexander Schallenberg. 5 autres personnes ont été blessées dans l'attaque au couteau de samedi, dont 2 autres adolescents. Le suspect, un Syrien de 23 ans, a été arrêté après l'attaque. Il aurait eu des liens avec le groupe État islamique mais aurait agi seul selon la police. Cette attaque survient dans un contexte de blocage politique en Autriche, alors que l'extrême droite et les conservateurs ont de nouveau échoué à former un gouvernement de coalition la semaine dernière. Suite à l'attaque, le leader d'extrême droite Herbert Kickl a appelé à une répression rigoureuse du droit d'asile. 4 candidats pour les élections fédérales allemandes de ce dimanche. Le chancelier sortant social-démocrate, le vice-chancelier écologiste, la chef de l'extrême droite et le leader conservateur de l'opposition. C'est lui, Friedrich Merz, le favori du scrutin. Le millionnaire de 69 ans est crédité d'au moins 30% des intentions de vote. Le leader de la CDU prêche pour des valeurs traditionnelles et promet de placer au cœur de sa politique le renversement des processus migratoires. Friedrich Merz plaide pour un soutien militaire accru à l'Ukraine face à l'invasion russe et espère une Europe unie face au président américain. Au chapitre économique, le chef des chrétiens démocrates est libéral. Il souhaite baisser les impôts sur les entreprises et réduire les aides sociales. A l'inverse, le chancelier sortant Olaf Scholz a pour objectif la défense de la justice sociale et plaide pour un État social fort. Le candidat du SPD est chancelier depuis 2021. Avant d'occuper la plus haute fonction exécutive de l'État allemand, Olaf Scholz a été maire de Hambourg et ministre du Travail et des Finances. Au poste de chancelier, Olaf Scholz a dû faire face à la pénurie d'énergie et à l'inflation. Face à l'invasion russe de l'Ukraine par la Russie, Olaf Scholz a lancé un effort de modernisation de l'armée allemande et Berlin est devenu le 2e fournisseur d'armes de l'Ukraine. Le candidat des Verts a 55 ans et s'appelle Robert Habeck. L'écologiste occupe le poste de vice-chancelier et ministre chargé de l'économie, du climat et des questions énergétiques. Robert Habeck a co-dirigé les Verts pendant 4 ans, entre 2018 et 2022. Et pendant cette période, le parti a enregistré une nette hausse de popularité. Le bilan de Robert Habeck à son poste ministériel est mitigé. Son projet de remplacer les systèmes de chauffage fonctionnant au combustible fossile par des systèmes plus écologistes a nourri les divisions au sein de la coalition gouvernementale. L'AfD d'Alice Weidel rassemble 22% des intentions de vote, en 2e position derrière la CDU, mais n'a aucune chance de gouverner. Aucun parti n'envisage de coalition avec l'extrême droite. Alice Weidel dit avoir pour modèle Margaret Thatcher. Elle est anti-migrant et pro-russe. La dirigeante de l'AfD a 46 ans, elle parle chinois, elle est lesbienne et vit en Suisse avec une partenaire d'origine sri-lankaise. Flambée des prix de l'immobilier, inflation, il est de plus en plus difficile d'accéder au logement en Europe. Comment répondre à la crise du logement exacerbée par la prolifération des locations de courte durée de type Airbnb dans l'Union européenne? Les maires de Madrid et Barcelone ont présenté leur modèle mardi au Parlement européen.
Le maire madrilène de centre droit prône un choc d'offres en favorisant la construction de logements neufs. En definitiva, la vivienda se resuelve desde la ampliación de la oferta y, por tanto, desde la generación de más suelo para poder construir, desde la generación de seguridad jurídica y seguridad jurídica también para los arrendadores y para los arrendatarios, seguridad jurídica para evitar la ocupación legal, la construcción de vivienda social y un marco de simplificación normativa que es absolutamente imprescindible. En Catalogne, les loyers sont encadrés dans les zones en tension depuis l'année dernière. Le maire socialiste de Barcelone veut aller plus loin et étendre le plafonnement des loyers aux locations de courte durée. Il est aussi à l'origine d'une lettre adressée à Ursula von der Leyen et co-signée par une alliance de 10 villes européennes, dont Rome et Amsterdam, demandant à être en première ligne des politiques de logement et à gérer directement les fonds européens alloués. El problema que tenemos en estos momentos en muchas ciudades europeas es que hay una colisión entre el derecho a la vivienda y el derecho al uso económico o turístico de estas viviendas. Pues bien, lo que hoy he explicado aquí es que en Barcelona hemos optado por defender el derecho al acceso a la vivienda por encima del uso turístico de la vivienda. Y de ahí tiene que venir pues, unas reglamentaciones y la Unión Europea tiene que respetar esas reglamentaciones. Il demande à la Commission européenne de donner une couverture légale à l'encadrement des loyers par les municipalités. Cette commission veut s'engager sur ce sujet et s'est dotée pour la première fois d'un commissaire au logement. Celui-ci devrait proposer dans les mois à venir un règlement, bien que le logement soit une compétence des États membres.